connu. D'abord dans quelques journaux, même des journaux nationaux et internationaux. Et mon père, en 1961, a tourné une émission avec Marina Gray, La roue tourne, et donc l'histoire a fait boule de neige et elle a été connue très, très loin, même jusqu'à Haïti, où mon père avait une demi-sœur qu'il n'avait jamais connue et qu'il a retrouvée grâce à ces articles de journaux. Voilà, donc moi j'ai surtout connu Marie Desnarnaud, ce qui se disait à cette époque-là, et mon mari et moi nous sommes en train d'écrire un roman, parce qu'il se dit beaucoup de choses et on ne peut pas tout affirmer, même en ayant des documents, sur ce que nous avons vécu avec Marie et ce qu'elle a vécu. Voilà, je laisse mon mari continuer. Alors, bonjour. Alors, comme vient de le dire Claire, nous on est au début de cette histoire. Alors on se base, on a écrit un livre, je crois que beaucoup l'ont lu à l'époque, dans lequel on retrace nos impressions du départ de cette affaire. Alors on est basé dans notre livre, enfin tout ce qu'on maintient aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, il nous semble, sur cette histoire, sur ce qui, ils se disaient à l'époque, les gens du village nous racontaient, et deux, sur les documents. Parce qu'effectivement, quand on est parti, enfin quand son papa, quand le père de Claire est parti de Rennes, on a amené une grande partie des documents qui nous ont permis donc d'écrire notre livre. Et dans ces documents, on a pu, à l'époque ça a été très critiqué parce qu'on est les premiers à avoir dit qu'effectivement Saunière avait fait un trafic de messe, enfin beaucoup de choses qui déjà à l'époque étaient contredites parce que ça allait contre un petit peu le mouvement de l'époque d'un trésor fabuleux, des choses extrêmement importantes. Alors nous, enfin pour être précis, voilà ce que me disait mon père. Mon père, ou d'autres personnes du village nous disaient d'abord que c'est sûr, Saunière avait trouvé un trésor. Alors, trouver un trésor dans l'église. Il y a même j'ai vu des vidéos qui ont été faites de l'époque où effectivement il y a des vieux du village qui le disent. Donc ça, apparemment, ça semble incontestable. Mais comme elle a écrit, je crois, avec justesse d'Escadillas, ce n'était qu'un petit dépôt, caché à l'époque par probablement l'abbé Millet. Mais effectivement, par la suite, les gens qu'on a interrogés nous ont parlé de ce que disait Mademoiselle Marie. Et c'est là-dessus, nous, qu'on s'est un peu basé, puisque Mademoiselle Marie disait, mes pauvres enfants, alors je ne le dis pas toi parce que personne ne le connaît peut-être ici, mais elle me dit, mes pauvres enfants, vous marchez sur de l'or sans même le savoir. Et elle a ajouté, et avec ce que l'abbé Saunière a laissé, on pourrait faire vivre le village pendant 100 ans. Et il en resterait encore. Alors ça, ce sont des paroles que je peux confirmer qu'elle les a dites, puisque c'est des gens de Rennes, dont mes parents qui l'ont dit. Alors on peut en penser ce qu'on voudra, mais nous ça va dans le sens, donc Saunière n'avait pas épuisé le petit dépôt qu'il aurait trouvé. Enfin le dépôt qu'il aurait trouvé. Ça ne veut pas dire pour autant, et ça on est contre le fait que Saunière aurait pu trouver un trésor aussi fabuleux que celui des Visigoths par exemple, parce que je sais qu'il y a des tenants de ce trésor, mais quand on voit l'importance de ce trésor, on comprend que Saunière aurait pu construire autre chose que ce qu'il a fait, même si c'est important, c'est quand même pas une chose si grandiose que ça. Voilà. Alors pour dire notre impression à nous, quand on étudie un peu les documents qu'on a publiés, on s'aperçoit que Saunière est un être qui a la foi apparemment, puisqu'il exerce son métier de prêtre correctement, mais il a une tendance à vouloir, paraître, profiter un petit peu de la vie, d'où ces constructions qu'il a fait qui sont un peu grandioses, on va dire, pour un simple curé. Alors on a assisté, nous, alors qu'au départ c'était qu'une simple recherche de trésors, puisque ça partait sur l'idée que Saunière en avait laissé un dépôt et qu'il en restait encore. On a assisté à ce départ, on a vu les chercheurs venir à Rennes avec des pelles et des pioches, ce qui ne se fait plus aujourd'hui, je crois maintenant, puisque comme on n'a rien, si ça existe encore, on va dire, puisque effectivement, mais alors c'était des centaines de personnes qui venaient l'été, qui faisaient des tours un peu partout. D'ailleurs,
la raison pour laquelle la mairie a interdit les fouilles à l'époque. Hein. Et c'était assez dangereux finalement parce que ça finissait par s'écrouler à certains endroits dans le village. Et comme on n'a rien trouvé, je crois, petit à petit, le trésor enfin, s'est transformé d'un trésor matériel qu'on ne trouvait pas, un trésor spirituel. Et là, c'était plus facile puisqu'on interprétait ce qu'on voyait dans l'église. Or là, il faut comprendre que c'est Gérard de Sède qui a été un peu le moteur de tout ça. Mais moi, je peux vous signaler qu'effectivement, pour avoir connu beaucoup de chercheurs de l'époque, que les chercheurs eux-mêmes ont évolué en fonction de ce qu'ils lisaient et de ce qu'ils voulaient voir. Hein. Parce qu'effectivement, dans l'église, certains me disaient ça veut dire ça. Parce que De Sède prétendait que c'était des lieux bien précis dans la campagne où on pouvait, où Saunière allait puiser son trésor. Puis après, c'est devenu des messages, c'est devenu autre chose. Donc à partir de là, donc, on est dans un autre domaine que je ne critique pas, hein, que chacun interprète à sa manière, avec l'introduction en particulier de l'abbé Boudet, dont on ne trouve pratiquement aucune trace dans les documents de l'abbé Saunière. C'est un des prêtres qui donnent un peu d'argent au début à l'abbé Saunière, mais après, bon, il se fâche assez vite, je crois, parce que Boudet n'accepte pas, si vous voulez, la façon dont Saunière vit. Bon, ça, on a des éléments là-dessus. Bon. Voilà. Bonjour et tous mes voeux à tout le monde. En ce qui me concerne, en tant que journaliste, je suis rentré dans cette affaire comme pour faire une édition spéciale pour le Charivain. Alors évidemment, j'avais repéré Gérard de Sède, Pierre Plantard, Philippe de Chérisé, et surtout quelqu'un qu'on oublie un peu trop, qui était Robert Charroux. Robert Charroux, de son vrai nom Blugio, habitait à l'époque à Charroux, dans la Vienne. Robert Charroux, c'est bien le premier qui, dans un livre qui s'appelle Trésor du monde, que vous avez encore en édition que j'ai lu, il parle de l'affaire de Rennes. Il en parle à peu près dans les mêmes termes que Madame Corbu et Monsieur Captier. C'est-à-dire, il parle du trésor de Blanche de Castille, il parle de 5 parchemins dans des rouleaux de fougères, et des tubes d'acier, et il dit que le trésor est à celui qui le prendra. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours étonné. Coder, laisser des messages, et voilà, le premier venu peut prendre le trésor. Le trésor de Blanche de Castille, c'est quand même le trésor des rois de France. Plusieurs millions de francs or, d'après Robert Charroux. Ça m'a toujours étonné. Quand je suis arrivé à Rennes-le-Château, en 1971, j'ai eu l'impression que tout était faux. J'avais Talleyrand dit, mais méfiez-vous du premier mouvement, c'est toujours le bon. Et on peut dire que presque 50 ans après, c'est toujours le bon. L'affaire de Rennes-le-Château existe-t-elle? Y a-t-il eu un trésor? Ça, c'est une histoire que personnellement, je ne crois pas. J'ai tout vérifié, passé au crible pendant une bonne vingtaine d'années. J'ai tout vérifié et j'ai rencontré les principaux protagonistes les uns après les autres. Vous avez donc Gérard de Sède, je suis allé le voir, rue d'Henri Raymond, 51. Et de Sède était un journaliste à l'AFP qui avait été mis à la porte parce qu'il avait fait une fausse nouvelle. Donc il était au chômage. Retenez bien, il avait fait une fausse nouvelle. Ça, c'est important. Gérard de Sède, il a eu une femme et une autre... et une maîtresse qui était journaliste aussi à l'AFP, qui lui communiquait beaucoup d'informations. Et Gérard de Sède, sa femme l'appelait Nounours, c'était un grand naïf. Il aimait écouter des histoires qui fassent rêver. C'est peut-être une des leçons d'abord, une des premières leçons de Rennes-le-Château. Oui, Rennes-le-Château est un rêve et restera
toujours un rêve. Mais il y a des faits, et les faits sont les faits. Quels sont les faits? Les faits, on vous dit, il y a des parchemins, et ces parchemins ont été trouvés par la Bessonnière. Charroux nous parle de 5 parchemins, pour faire bien, dans des rouleaux de fougères, des tubes en acier, etc. Je ne sais pas si l'acier, à part les Chinois, avait été découvert à cette époque. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Mais quant aux parchemins, vous savez tous qui viennent du codex d'Ésaïe, et que ces parchemins, ils étaient dans la maison de l'oncle de Philippe de Cherizet, qui garde des parchemins sur un tas de chaules, un tas de chartes, depuis plus de 1000 ans. Et évidemment, l'oncle de Philippe de Cherizet, ça, vous ne pouvez pas le trouver, parce qu'il habite au centre de la France, et il ne vous recevra pas. Mais Cherizet, par ailleurs, avait un codex, le codex Bézaï, de Scrivener, et dans ce codex, il y a l'un des parchemins de la Bessonnière, et ce parchemin de la Bessonnière, c'est le petit parchemin. Il suffisait d'aller à la Bibliothèque nationale pour faire le second. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des parchemins, ils ont joué au Scrabble, ils ont pris des lettres, et toutes les 7 figures, ils ont mis une lettre. Et après, ils ont arrangé ça de manière à ce que ça soit présenté comme codé. Par conséquent, en un mot, la traduction bergère, pas de tentation, etc., a été faite avant, et ensuite, elle a été mise dans le parchemin. Alors, ces parchemins, on a toujours parlé de copies de parchemins. Vous savez que pour le petit, il y a eu un deuxième codage qui a été fait pour qu'on accrédite l'histoire des Mérovingiens. Bref, les parchemins, et ça c'est un fait précis, les parchemins existent bel et bien, mais sont des faux dans le sens de cette histoire. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, le temps m'est imparti. Voilà. Alors, le second, en ce qui concerne le second intervenant, c'était Pierre Plantard. Pierre Plantard, j'étais le premier à l'interviewer et à faire paraître Entretien avec le roi perdu dans le Charivari. Alors, naturellement, je tiens à expliquer un certain nombre de petites mesquineries qui se répandent très, très facilement sur Internet. Je n'ai jamais été le secrétaire du prieuré de Sion. Ça, ce sont des légendes, ce sont des mesquineries, et surtout que j'ai démontré que le prieuré de Sion, l'association en question, n'avait jamais existé sur un plan historique. Pas encore, ce sont des faits. Les statuts sont déposés à Annemasse en 1956, au journal officiel. Dedans, il y avait une note de l'INSEE qui effectuait un portrait de tous les intervenants, les administrateurs d'associations. Pierre Plantard était trésorier, et à l'époque, il s'appelait Pierre Plantard tout court, vous noterez. Bon, tout ceci, je l'ai longuement expliqué. Il y avait par ailleurs une autre petite note qui donnait le palmarès, une sorte de casier judiciaire des condamnations de Plantard, et on s'apercevait très facilement que Plantard, qui avait été dessinateur aux établissements Chamelin, était un dessinateur qui a fait un tas de faux, de blasons dans les documents apocryphes, notamment ceux de Madeleine Boncassal, d'Henri Lopineau, etc. Mais j'en reviens, donc, quand je vois Plantard, il ne fallait pas être grand clerc, ni un grand commissaire de police, pour comprendre tout de suite, mais en 5 secondes, que tout ce qu'il racontait était faux. Mon Plantard était
était, comme Arsène Lupin, c'était, je dis toujours, un Mad Max en costume 3 pièces. C'était un personnage qu'on écoutait parce que d'abord il nous faisait rire, parce qu'il racontait de belles histoires, et qu'après tout, une belle histoire vaut mieux parfois que des faits troublants, surtout dans notre époque très agitée. Donc Plantard, tout de suite, on savait qu'il mentait. On savait. Mais après, il fallait prouver, il fallait vérifier. Vérifier, par exemple, les généalogies, il demandait un certain nombre de temps, et il a fallu attendre que je trouve à l'été de Versailles les dossiers secrets de l'histoire concernant les généalogies royales, et ça a été daté de 1960, le numéro 1, et dedans vous aviez la généalogie mérovingienne, la généalogie carolingienne et la capétienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont recopié les généalogies. La preuve, ils ont recopié les copies des dossiers, les coquilles des dossiers d'histoire. Ça, c'était la preuve formelle. Et puis, de temps en temps, ils se sont rajoutés. Vous connaissez l'histoire, Plantard de Rochemont-Ardent et compagnie. Donc, Plantard vous a menti. Mais il a menti parce que finalement, il tenait à se faire connaître dans cette histoire avec une revendication royale supposée, avec des astuces comme le roi aime mais ne gouverne pas. Tout ceci, c'était pour se retrancher de la histoire. Alors, je tiens aussi aujourd'hui à préciser que ce que vous avez vu là, les annonces, Gino Sandri, Rigamundi, etc., sont du même acabit. Gino Sandri est venu me voir rue François Miron, où j'habite à Paris, et il a frappé à ma porte, et tout ce qu'il voulait, c'était rencontrer Plantard. Il a mis exactement 1 an et 2 mois pour rencontrer Plantard, comme Henry Lincoln, qui lui m'avait envoyé à l'époque Jania McGillivray, qui était une enquêtrice. Et Jania McGillivray a fait un travail, parce qu'à l'époque, elle voulait rentrer à la BBC. Et tout ce beau monde, Lincoln comme Gino Sandri, ont été interviewés par Lincoln dans la galerie de ma mère à Paris, au 10 rue de Rome-Sicile. Et c'est la première fois que Gino Sandri rencontrait Plantard. Donc, Gino Sandri peut raconter n'importe quoi sur les forums ou dans ses communications. Il n'a jamais été ni le secrétaire, ni un membre du prix d'érection. Mais ça fait partie du jeu. Dès que le Charivari est sorti, j'ai reçu une lettre du Pays de Galles où un certain Kenneth se revendiquait comme le grand maître du prix d'érection. Et ça date de 1974. Vous voyez que les prix d'érection, depuis 1972, il y en a eu, je pense, on avait fait le point il y a 5 ou 10 ans, il y en a eu une trentaine, une quarantaine, c'était vraiment colossal. Il y a même si vous tapez sur Internet, I am the great master of the prix d'érection, je suis le grand maître du prix d'érection, vous avez un type qui vous vend pour 10 000 euros, puis vous vendez, parce que je crois que le site a été interdit, 5 pages sur le prix d'érection. Voilà, c'est tout. Alors en tant que journaliste, moi, je me devais de donner les données de l'histoire, et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai passé tout au cri de fin, et j'en suis arrivé tout simplement à cette conclusion, que cette histoire, finalement, il fallait reprendre le tout début avec Robert Charroux, telle qu'elle avait été traitée. Robert Charroux était donc le président des chercheurs du Trésor, et ce qui est intéressant, c'est un Australien qui m'a appris ça, c'est que le même thème est
est employé dans plusieurs histoires de trésors. Par exemple, pour l'île de Coco Island, vous avez à peu près les mêmes choses, les parchemins, etc., etc. Et l'Australien va très loin, parce qu'il dit tout simplement, mais Gérard Dosset a parlé du trésor du temple de Jérusalem, parce que c'est l'histoire qui est reportée à Rennes-le-Château, mais ça se passe en Israël. Alors, soyons plus clairs, en 1947, 200 tonnes d'or, c'est un pavé de 12 lignes, sort dans le Figaro sur le rouleau de cuivre de Qumran. Plusieurs cachettes sont indiquées du trésor du temple. Après, quand le rouleau sera décrypté, et évidemment, ils vont prendre cette histoire, parce que Plantard lit les journaux, ça on le sait, on l'a vu dans le cadre du Serpent Rouge, où il a appris qu'il y avait eu 3 pendus en 48 heures. Donc, ils ont pris cette histoire et ils l'ont plaquée sur Rennes-le-Château. Et vous avez des points qui reviennent dans ces histoires de trésors, comme l'histoire de l'homme mort. Et bien, l'homme mort, vous l'avez dans l'histoire de Coco Island, vous l'avez dans l'histoire du Nil de Tahiti, là, aussi. Vous l'avez toujours. Par conséquent, si il y a un trésor, ben, il n'est pas à Rennes-le-Château. Il est toujours à Jérusalem. Pensez bien que, et ce trésor, je peux vous dire que les Israéliens, et j'étais en Israël au mois de juin, les Israéliens, ils tiennent plus que tout autre, et ils n'iront pas dans les poches d'un chercheur de trésors, ou d'un groupement, ou d'un pays, des Israéliens. Ils la rapporteront chez eux, et pour cause, c'est toute leur tradition. Donc voilà mon point de vue d'une manière générale. Je ne vais pas trop m'étendre, parce que je ne suis pas tout seul. Cette histoire, pas de trésor, pas de prédilection, mais l'histoire du temple de Jérusalem, oui. La région, en revanche, est chargée d'histoire. Ça, c'est le côté positif de cette région. Mon prochain livre sera consacré aux alchimistes, avec Pierre-Jean Fabre de Castelnau-d'Arlis, avec François Cambriel à Saint-Paul de Fenouillet, avec Montfaucon du Villard. Là, oui, avec l'histoire de Palérac, certainement. Là, vous avez quelque chose qui est très positif et qui correspond mieux à la fois à la recherche, à la mentalité de l'humain et surtout à ce goût de la création. Bon, je dois dire aussi une chose, c'est que on est dans une région, le sud-ouest, où ça a toujours été des bouffeurs de purée. Alors là, on a prêté des idées à la Bessonnière avec Marie Desnarnaud, avec Emmanuel Calvé, mais ça fait partie du jeu aussi. C'est l'esprit du Sud qui est à la fois critique, a toujours critiqué la religion, enfin une bonne partie, et puis vous avez les religieux qui ont aussi parfois abusé de leurs privilèges et qui font que cette région, qui après tout s'appelle l'Occitanie, a toujours été convoitée par les rois de France. Regardez les Tatars. Pour les Tatars, c'est une région qui... le roi de France s'est agrandi, tout simplement. Il a trouvé des prétextes. Les prétextes, c'est ce qu'on appelle l'albigisme, tout ce qui est d'origine vaudois, d'origine bogomile, etc. Ça, oui, on s'est servi grâce à des prétextes pour envahir le sud. Les Français du Nord qui ont une facilité d'analyse, qui sont formés comme ça, ont pris le sud qui est un pays qui est beaucoup plus nuancé et qui se sert de la partie des légendes, des livres, de la mythologie, et qui sourit demander à certains habitants, quand vous leur parlez de Rennes-le-Château, ils vous rigolonnez, ils savent très bien que c'est un jeu, et pas autre chose, et un jeu surréaliste.
Enfin, pour conclure, je dirais tout simplement que Gérard de Sède vous a prévenu. Quand il écrit l'Or de Rennes, il écrit en préface, bien que cette histoire ressemble à une autre histoire, il y a des coïncidences, voilà, il annonce la couleur. Et ça, c'est le style, on va dire, surréaliste. Vous savez qu'André Breton a publié les prolégomènes du surréalisme, 1022 pages. Et dedans, il y a des règles. C'est-à-dire qu'il faut cerner une réalité, puis la dépasser et inventer un autre égrégore. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails de l'existence du surréalisme. Ça a donné dans l'art un certain nombre de choses, mais ça donne aussi, dans des actions particulières, quelque chose de fantastique. Un autre cas de surréalisme dans une affaire en Espagne, l'histoire de Humo, où vous avez toute la jet set de Madrid, à l'époque, le procureur du roi, l'astronome, le mathématicien, etc., se réunissent dans un bar qui s'appelait la Balena Alegre, et dans ce bar, ils décident d'avoir des communications avec des extraterrestres. Ce livre, un livre à sortir par Antonio Rivera, qui s'appellera l'affaire Humo, et il faudra attendre 30 ans plus tard à ce que l'un des commissaires de police de Madrid, Barranchea, dise et avoue que l'histoire a été entièrement montée. C'est ainsi, il faut inventer de temps en temps des livres. Est-ce que les mythes sont basés sur une réalité historique? On va dire, ça c'est beaucoup plus nuancé, ça dépend des histoires, mais c'est le jeu d'organisation, de fratrie, qui s'amuse de temps en temps à recréer le monde. C'est ça l'enjeu. Et après tout, vous êtes tous là, c'est grâce à ce mythe que vous êtes là, oui, qui a quand même des actions positives. Voilà, je vous remercie. À Jean-Luc Chaumet, je voudrais te poser une question. Sans Plantard, pas d'affaire de Rennes de Château, quand même. C'est quand même lui qui on peut lui reprocher, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est quand même lui le premier qui essaie de vulgariser l'affaire de Rennes le Château, pas en tant que trésor, mais pour remonter sa généalogie. Ça, c'est sûr et certain. Tu as dit, dans l'affaire de Rennes, il n'y a pas d'histoire de trésor. C'est ce que j'en pense. Habitant ici, à Blanchefort en particulier, il y a quand même une histoire de trésor à Blanchefort, bien avant l'histoire de Rennes le Château, c'est incontestable. Alors, c'est facile de dire ce que je dis, en disant qu'il y a une affaire de trésor. Mais je pense qu'Antoine Captier pourrait te dire qu'il y a des objets quand même qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Il en connaît quelques-uns et il sait aussi que chez moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a quelques années, très très peu de temps d'ailleurs, oui. Où des personnes, bon ça s'est mal passé pour finir, mais où j'ai eu sur ma table quand même l'équivalent de 300 000 € d'or. Je ne sais pas si c'est arrivé à beaucoup de personnes ici, avec des bijoux, avec, on ne va pas dire lesquels, mais Antoine qui est à côté de toi, c'est très bien de quoi je parle. Donc il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'affaire de trésor sur Rennes. Historiquement, il y a toujours eu, même dans la légende, une affaire de trésor sur la région. On ne peut pas le contester. Les faits sont des faits, bien sûr. Il y a la légende des moines de Boulbonne, qui se passe en 1300 et quelques. Vous avez la légende de Blanchefort, etc. Ce sont des légendes. Avec le légenda, c'est ce qui doit être lu. Légenda, voilà ce que ça veut dire, ce qui doit être lu. Ça fait partie de la mythologie. Tu me dis 300 000 euros d'or, ok, montrez-les-moi, montrez les photos, donnez-moi les certificats que c'est bien de l'or, etc. Non, les faits sont des faits. Soit on parle de l'histoire en termes historiques avec des faits, soit on parle de légende. Et c'est pas du tout le même plan. C'est pas du tout le même plan. Moi aussi, je connais une histoire
d'une tombe qui a été trouvée à 30 km d'ici, et il y a plus de 35 ans, où une épée a été trouvée sertie avec un diamant. Et alors, quel est le problème? C'est une histoire qui est tout à fait indépendante. On va toujours trouver des objets comme ça. 300 000 euros d'or, montrez-les-moi. Sortez les certificats, montrez les photos. Oui, non, mais ça c'est important. Un fait est un fait, il demande à être certifié. Ou alors on parle de rumeurs, on parle de choses comme ça. C'est comme le tablier maçonnique de la Bessonnière. Bon, c'était un tablier au rite français qui a été acheté probablement à Pisan ou rue Cadet. Il ne faut pas exagérer quand même. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que si on reprend... Moi, j'ai passé mon temps à vérifier un certain nombre de choses, entre autres, et je puis dire qu'il ne reste pas grand-chose. Au niveau matériel, quand je dis que les alchimistes de la région de Londres sont bien plus importants et passionnants pour l'histoire, pour la science, que l'histoire de la Bessonnière, ça c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Mais le trésor du temple de Jérusalem, ça on passera. Personne ne l'aura, ce trésor.